Pour remonter le temps, il lui faut gravir ce sentier. L'homme de la marche du siècle revient sur le chemin de son enfance, dans les Vosges. Et pour la première fois, Jean-Marie Cavada accepte de le faire devant une caméra. Le premier regard que j'ai eu sur la société, c'était ça. L'immensité des arbres, quand vous êtes un gamin, vous vous rendez compte, c'est... Un chemin chaotique et sinueux. C'est haut, hein? Celui d'un orphelin de la guerre. Jean-Marie Cavada ne sait presque rien de ses parents, disparus en 1941. Encore bébé, il est confié à l'assistance publique jusqu'à ce matin de 1942. Quand celle que j'appelle ma mère est allée me chercher à Épinal, préfecture, où il y avait l'orphelinat, elle est passée devant une rangée de berceaux et elle a demandé si celui qui était en très mauvais état avait des chances de survie. Et la dame lui a répondu, on ne sait pas. Et c'est celui-là qu'elle a pris, et celui-là, c'était moi. J'avais 2 ans, je ne tenais pas ma tête. L'enfant chétif va retrouver des forces dans ces montagnes. Au bout de ce chemin, dans la ferme où sa mère nourricière l'a emmené, à 20 minutes de marche de toute civilisation. Quand le mari de la dame qui m'élevait est rentré des camps de prisonniers, il s'est arrêté ici à peu près. Là, c'était un pré, il n'y avait pas d'arbre du tout. C'était un pré qu'on fauchait, on ramassait le foin. Il nous a vus, 2 femmes, la dame qui m'élevait, sa fille et un gamin qu'il ne connaissait pas, puisque j'avais été importé ici pendant que lui était prisonnier en Allemagne, donc il s'est imaginé qu'elle s'était fait faire un enfant par un Allemand ou quelqu'un qui passait. Il s'est arrêté ici. Pour moi, c'était une énorme ombre, vous voyez. Et il a crié « Qui c'est celui-là » Celui-là, c'était moi. Et Ça a été dur avec lui pendant quelques années. Ça a été dur pendant une bonne année et demie. Puis ça s'est arrangé petit à petit, en effet. Un jour, il m'a fait une charrette en bois pour dévaler ce chemin. Donc à partir de là, tout allait bien, quoi. Allez, un dernier effort, on y est. C'est là. La ferme de son enfance, la voici. Avec ses parents nourriciers, il va y passer une dizaine d'années, en autarcie, dans un environnement rude, des hivers glacés, un quotidien de labeur. Là au-dessus de la fenêtre, parce que ça a été muré, mais on voit encore les traces de l'ancienne porte, le grenier à foin, avec un escalier qu'on avait fait en bois, et avec lequel on montait les sacs de foin sur notre dos. On les vidait dans le grenier, et hop, on redescendait en chercher d'autres. Vous avez quel âge, hein? Ça a commencé à 6 ans, peut-être même un peu avant. Ça forge le caractère. Ça forge le dos d'abord, les jambes et le caractère. Oui, c'est vrai. J'ai toujours considéré que travailler était une chose naturelle, instinctivement liée à ma liberté. Si je voulais être libre, il fallait que je donne. Et à partir de là, la route est tracée, quoi. Pour tracer sa route, Jean-Marie Cavada va donc puiser dans cette enfance tourmentée l'énergie de s'en sortir. Je pense qu'on est tenté de se venger de la précarité que vous sentez, qu'on vous décrit d'ailleurs. Si tu n'es pas ça, je te renvoie à l'assistance publique. Si tu ne travailles pas bien, tu retourneras à l'assistance. Enfin, ces menaces qui au début font peur et à la fin il faut rigoler, mais quand même, ça existe. On est tenté de s'en venger en s'en détachant par sa propre force. Je pense que ça a été un moteur énorme pour moi, dans la mesure où j'ai compris que je pouvais d'abord compter sur moi, puis éventuellement après sur d'autres. C'est pas dire du mal de la famille qui m'a élevé, mais c'était qu'elle me faisait comprendre qu'elle était elle-même précaire, qu'ils étaient mortels, que ça ne durerait pas, qu'ils n'auraient peut-être plus les moyens, etc., quoi. Et donc, pédale du temps qu'on a un vélo, quoi. C'était un peu ça. Est-ce que vous auriez eu ce parcours sans avoir eu ce début difficile? Non, je ne crois pas. Je n'aurais certainement pas eu ce parcours parce que ça développe un sens très particulier, ces difficultés. C'est celui de la chance qui passe. Vous la voyez bien mieux que d'autres, et naturellement, pas question de la laisser passer. Cette chance qui passe, le petit orphelin va la saisir à la première occasion, là-bas dans la vallée, à l'école. Là, il va étancher sa soif de connaissance, car il croit déjà à son émancipation par le travail et le savoir.
Il n'y a pas de salut sans le savoir. Si tu n'apprends pas, tu n'es rien. Tu ne seras pas grand-chose en tout cas. Lui, le petit paysan, va réaliser un parcours qu'aucun autre gamin de sa vallée n'a eu, jusqu'à l'université, la télévision et enfin le Parlement européen. C'est ici qu'un homme, un hussard de la République, m'a appris que si je travaillais, je ne resterais pas ici. Et que si je travaillais bien, je ne resterais pas longtemps ici. Comme Jean-Marie Cavada, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait en France près de 800 000 orphelins. Accueillir, entretenir et préparer à la vie active des orphelins abandonnés, tel est le but de cette œuvre. Elle fournit aux garçons qu'elle recueille une bonne instruction primaire dans un cadre sain et ouvert. Ceux qui n'étaient pas placés en famille d'accueil se retrouvaient en foyer. Et à ces enfants qui n'avaient rien, on donnait un métier. 60 ans plus tard, l'assistance publique est devenue l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup moins d'orphelins, plutôt des gosses à l'abandon. Ce château près de Rambouillet héberge 55 adolescents, la plupart retirés à la garde de leurs parents, tous en échec scolaire. À ces jeunes qui devront bientôt se débrouiller seuls, on enseigne les métiers de l'hôtellerie ou l'horticulture. Parmi eux, Laura et Maël, 16 ans, un passé turbulent, mais une même rage de s'en sortir, pour enfin avoir une vie comme les autres. Maël est ici depuis 2 ans. C'est lui qui nous fait visiter le château. Mohamed, tu peux laisser ouvert, j'arrive. Où toutes les portes doivent rester fermées à clé. Vous avez pas les clés pour ouvrir ça, pourquoi? Au cas où il y a des vols, tout ça, on sait jamais. Plus des dégradations, il y a beaucoup de vols ici. Ici, là, c'est la salle... anciennement, c'était la salle des éducateurs. Et l'année dernière, ils l'ont mis en salle de jeu, donc avec une télé, une play, canapé pour s'asseoir. C'est la cuisine. Donc ça, c'est tout neuf ici. Ils ont tout refait, les peintures. Avant, c'était pas comme ça. Pour un foyer, ouais, c'est en bon état. C'est sûr. C'est la classe, celui-là. En termes de foyer, il en connaît un rayon. Il les fréquente depuis sa naissance. Sa mère l'a abandonné à son arrivée d'Algérie. Maël avait 6 mois. Tout ce qu'il possède aujourd'hui se trouve dans cette pièce. Une chambre partagée avec un camarade. Son objet le plus cher. Ouais, c'est ça. L'une des rares traces de son enfance. Je l'ai depuis 15 ans, je pense. Ça fait très très longtemps, il est en bon état. Ici, heureusement qu'il y a des dames de maison qui sont reçues à le recoudre, tout ça, des maîtresses de maison. Ça vient d'où? Elle vient d'où? D'Algérie. Ça vient de ma grand-mère, en fait. D'accord. Donc voilà. Une grand-mère qu'il n'a jamais revue. Sur un mur, seul souvenir, quelques photos prises en famille d'accueil. Là, c'était une ancienne famille d'accueil, donc c'est là où je suis parti. T'en as eu combien, les familles d'accueil? 9. 9. 9, ouais. Comment c'est d'avoir autant de familles comme ça, de bouger tout le temps? C'est embêtant, à chaque fois tu dois recommencer, tout ça. À force... en fait, maintenant, je connais beaucoup de choses. Je connais les trains, les bus, tout ça par cœur. Mais bon. Et comment c'est que tu bougeais autant de familles? En fait, c'était soit des familles d'urgence, donc pour un temps bien précis, ou soit parce que la plupart ils partaient à la retraite à chaque fois, ils étaient trop vieux. C'est pas une vie facile, hein? Non. Et comment t'es dans ta tête par rapport à ça? Comment tu te construis par rapport à ça? Avant, quand j'étais plus petit, ça perturbe, c'est sûr, mais maintenant, comme j'ai grandi, j'ai plus réfléchi, plus de maturité, je me suis servi de ça justement pour me construire et voilà, faire ce que je peux pour réussir, parce que je veux réussir, de toute façon. Déscolarisé, Maël a enfin trouvé sa voie au château. Pour le printemps, il prépare un CAP d'hôtellerie et dort désormais la tête dans ses fiches, juste au-dessus de son lit. Voilà, là c'est pour réviser parce que j'ai le CAP cette année. En fait, tout ce que je dois apprendre pour le CAP. Pour jamais oublier, toujours l'avoir sur les yeux? Ouais. Donc là, c'est par exemple, c'est les sigles, là c'est l'eau et sa région, là c'est les accords mets et vins, là c'est le nettoyage, les types de fromage. Voilà, parce que je suis un peu stressé quand même. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance? Ouais. De quoi? Après, je suis un peu trop âgé pour recommencer un CAP 2 ans, donc faut que je l'ai à tout prix. Personne va faire le travail à ta place, c'est à toi vraiment de t'y mettre. Tu travailles vraiment que pour toi. Ça, je l'ai vraiment compris. Tu travailles pour toi, pas pour les autres. Ne pas s'apitoyer, ne compter que sur soi. Le leitmotiv de ces fils de personne. Quand beaucoup préfèrent cacher leur histoire tourmentée, sa vie ressemble à un roman.
Il est né dans un taxi en plein Paris. D'autres en ont fait leur image de marque. Orphelin, il a racheté le presbytère de son enfance. Et oui, c'est lui, Hervé Villard. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Le chanteur porte son passé d'orphelin comme un étendard. Dès ses débuts, son histoire est aussi connue que sa chanson. L'auteur du tube de l'été 65 est un enfant de l'assistance. Une carrière avec des hauts et des bas, mais 40 millions de disques vendus. Et régulièrement, il raconte son histoire sur les plateaux télé. Ce soir-là, à un journaliste très concerné. Hervé Villard est né il y a 44 ans à Paris, dans un taxi d'une mère qui était fleuriste, que vous qualifiez aujourd'hui comme de midinette des faubourgs. Vous n'avez pas de père, et votre enfance, au fond, s'est partagée entre l'hospice et puis de famille en famille. Vous avez travaillé dans des fermes, parfois de façon très dure et où on n'était certainement pas très agréable ni très gentil avec vous, et parfois au contraire où on a essayé de l'être. Est-ce que vous voulez raconter les étapes les plus marquantes de votre vie? Oui, je suis là pour ça. Nous n'irons plus jamais. Avant de triompher à Paris, le petit René Villard a donc passé son enfance ballottée dans des familles de paysans du centre de la France. Et c'est là qu'il a choisi de s'installer, Connie, ici. il y a 15 ans. Connie, viens ici. Bonjour. 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 Soyez les bienvenus. Merci. Allez, allez-y. Voilà. Bienvenue au presbytère de la Sellette, département du Cher, dans le Berry. Ça, c'est l'ancien presbytère de mon enfance. Et comme moi, j'étais dans une famille d'accueil, pas très sympa. Donc le prêtre, l'abbé Engrand, ici, m'enseignait le catéchisme et me donnait des livres. Et je venais passer mon temps ici, beaucoup. Donc c'était mon royaume. Et j'ai retrouvé ça, on va dire, 35 ans après, tout en friche. Et j'ai voulu refaire toute cette maison comme un enfant, comme un jeu de Lego. Entrez. Alors, venez. Tout ça, c'était couvert de plâtre et moisi. À la fin des années 50, Hervé Villard trouve ici une première figure paternelle, un premier référent, Alors venez, un prêtre. voici quelques livres. Ah bon, il y en avait beaucoup. L'abbé Engrand va prendre le petit sous son aile. Il va lui enseigner la littérature et lui donner le goût de la musique. C'est donc dans ces vieilles pierres que le chanteur a trouvé ses fondations. C'est là que je veux m'enraciner, c'est là que j'ai cherché à m'enraciner. Parce que vous n'aviez pas de racines Voilà. véritablement. On a beau faire le tour du monde, on s'en racine nulle part. Et après, il faut... vers la quarantaine, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Parce que sinon, je vais finir dans la bouteille ou dans la seringue. Donc, moi, ce qu'il fallait, c'est que je construise ma maison. Ça m'a totalement consolidé. Se consolider après une enfance totalement instable. Hervé Villard a connu cette famille et s'est toujours enfui. J'avais toujours peur qu'on vienne me chercher du jour au lendemain pour m'emmener ailleurs. Donc ça, c'était pour moi, c'est peut-être pour cette raison que j'ai fait ce métier aussi, parce qu'on part toujours ailleurs. Hein. À 16 ans, le certif en poche, Hervé Villard monte à Paris et prend des cours de chant. Lui, l'obscur orphelin, cherche la lumière et va la trouver, sur scène. Est-ce que c'est facile de réussir quand on est fils de personne? Je m'en suis sorti parce que je voulais qu'on soit fier de moi. Parce que j'avais trop ressenti, trop souffert de cette indifférence. Il faut absolument que l'on m'aime. Qu'il cherche la gloire, la reconnaissance ou juste une vie normale, ces fils de personne ont dû faire de leur fêlure une force. Et au fond, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Allons-y, carrément. Moi, je pense ça. Merci, mes amours. À bientôt. Soyez heureux.